au sommaire, donc quatre grands points. Donc une petite introduction, ensuite on parlera de l'organisation de ce projet, de son planning, et puis on passera sans doute un peu plus de temps sur la méthodologie avant d'en dresser un bilan et une synthèse sur ce que le projet a apporté et les écueils à essayer d'éviter. Donc cette présentation va durer une trentaine de minutes. Pendant toute la présentation, vos micros sont éteints. Et on gardera un petit peu de temps à la fin, tout le temps qu'il faudra en fait, pour répondre à des questions que je vous demanderai de noter d'ici la fin de cette présentation. Alors Anna, tout le monde, je pense, autour de ce micro, c'est à peu près de quoi il est constitué. À la base, c'est une base de données in-memory que SAP a développée pour accélérer les processus et le traitement de gros volumes de données. C'est devenu la base cible de notre éditeur préféré, sur lequel reposent maintenant tous les applicatifs. Et donc on va voir que la migration qu'on a réalisée avait pour objet surtout de passer dans une release plus récente de SAP, mais également d'en profiter pour passer sur cette base de données. Donc la migration de Charles et Alice s'est faite à ISO-fonctionnalité. Je vais vous expliquer après pourquoi et dans quel contexte tout cela s'est décidé. Alors pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc ce système SAP était productif depuis 2009, fin 2009. Il était dans une version qui était assez, alors, sans être obsolète, qui était assez vieille puisqu'elle avait 7 releases majeures de retard. Elle était en HP 0. Les modules sont assez nombreux, je ne vais pas les citer tous, mais ça fait penser que ce système est un système avec une cartographie assez vaste et tous les modules sont utilisés, mais il est très intégré. Il y a peu d'interface. C'est vraiment SAP est le cœur du système d'info du groupe Charles et Alice. Autre information importante, parce qu'elle nous a posé pas mal de problèmes, c'est le flux EDI. Autre métrique, donc 140 utilisateurs étaient connectés à ce système SAP au moment de cette migration. Et la taille de la base est assez petite, puisqu'elle était alors en base SQL à une taille de 170 gigas. Autre élément d'importance, c'est que ce système était couplé à un décisionnel qui était principalement commerce et contrôle de gestion, donc avec du BW et du BO, et tout ça fonctionnait depuis 2 ans. Au moment du projet, on avait donc ce choix à faire de la migration parce que il y avait une roadmap et donc une évolution du système d'info de Charles Alice qui était décidée sur les 2 ans à venir, avec un déploiement sur un deuxième site, une mise en œuvre de plusieurs autres modules, un enrichissement des modules qui étaient installés, et puis un gros volet reporting aussi, qui était dans les tuyaux et qui devait être réalisé sous les 2 ans. Donc la question se posait d'adopter donc au préalable un système qui était pérenne, qui était dans les dernières évolutions logicielles et dans les dernières releases logicielles, mais qui était aussi performant, parce que comme le système SAP de Charles Alice est très utilisé, il commençait à atteindre et avoir quelques problèmes de performance, parce que 140 utilisateurs connectés sur des grandes périodes avec des transactions spécifiques, eh bien, il y avait quelquefois des problèmes de temps de réponse qui n'allaient sans doute pas s'améliorer avec le déploiement de la deuxième usine qui mécaniquement allait doubler le nombre d'utilisateurs connectés et les accès au système. Donc les enjeux du projet de déploiement de migration étaient de préparer donc, cette roadmap de projet, d'adopter une configuration pérenne du logiciel et évolutive, et puis d'absorber la croissance, et puis d'améliorer les temps de réponse. Ensuite, plus concrètement, comment le projet s'est organisé? Donc il faut savoir que le système de Charles et Alice est hébergé chez un petit hébergeur en Allemagne qui s'appelle Ediv, que leur prestation d'hébergement couvre toutes les opérations d'upgrade,
mais aussi la mise à disposition de CPU et de bases de données. Donc en fait, Charles et Alice ne possèdent pas le matériel, ils le louent. Et dans la prestation d'hébergement, on a la mise à disposition de CPU, bases de données et tous les services d'administration du système associé. Donc, ce qui explique aussi un petit peu ce découpage, qui était assez classique. Donc, Charles et Alice, pendant ce projet de migration, a assuré la maîtrise d'ouvrage et les tests. L'hébergeur s'est occupé de toute la partie infra, acquisition du matériel, et puis les opérations VC. Et puis, Visio a assuré la maîtrise d'œuvre globale, les corrections de programme et expertise technique. Voilà, très schématiquement. La planche suivante présente le planning, qui, sur une petite base comme celle-ci en PME, s'est établi sur 4 mois, voilà, ce qui a été, on va dire, très raisonnable. Il n'y a pas eu de marge surdimensionnée, il n'y a pas eu non plus de grosse urgence à traiter. On a réussi à réaliser cette migration complète et au dire du sponsor sans incident en 4 mois. Donc évidemment, ces 4 mois nous ont permis de successivement migrer les 3 instances du paysage système, donc développement, qualité, production, mais également, et on le voit à travers le petit bloc qui s'appelle DR, là, dans le mois 4, de réaliser un dry run, donc pour tester la configuration de migration sur l'étape serveur de production, et surtout de faire le timing précis de toutes ces opérations de migration, on va y revenir un petit peu plus tard, hein, de façon à être bien sûr que ça tenait dans le week-end d'arrêt de l'usine tel qu'on s'était fixé cet objectif. Donc pour commencer, donc évidemment, le premier mois, on a commencé par migrer le système de développement. La migration du système de développement nous a permis ensuite de réaliser une première batterie de tests, tests utilisateurs, et c'est plutôt quelque chose qui a été efficace puisque cette première batterie de tests a permis d'identifier 80% des anomalies de programmes, de bugs, de régression, et de les corriger tout de suite après, hein, savoir dès le deuxième mois du projet, de façon à faire la partie test très fin et très intégré finale avec le moins d'anomalies possibles à corriger. Donc ensuite, assez classiquement, hein, on a migré le système de qualité, puis le système de production. Je vais revenir et en parler avec plus de détails dans les quelques planches suivantes. Et donc en préliminaire, donc c'est la partie méthodologie. Alors il y a une partie qui distingue une migration, un upgrade ANA d'un upgrade, on va dire, classique, comme ceux qu'on faisait avant, hein, c'est le sizing et le choix de l'appliance, puisque il y a les appliances donc certifiées par SAP ont des capacités qui ne sont pas des capacités infinies, hein, qu'on ne peut pas augmenter comme on veut. Donc il faut partir dès le départ sur une appliance et une capacité de mémoire bien définie, et donc ça fait l'objet d'une première opération qui est le sizing. Alors c'est pas très compliqué, hein, puisque ça consiste grosso modo à lancer un rapport standard à partir de l'ECC6. Sur les versions précédentes, ça fait partie d'une note ESS. Donc qui permet de dimensionner la base de données en format ANA, en tenant compte de la taille de la base de données actuelle sur une base de données conventionnelle, et aussi en tenant compte de son taux de compression, hein, puisqu'en fonction des bases de données, vous avez des taux de compression qui peuvent être très différents. Donc c'est un calcul assez sophistiqué qui est très simplifié en fait à travers ce report. Donc une fois qu'on a lancé ce rapport, eh bien, il suffit d'extrapoler par des données un peu empiriques
l'augmentation moyenne annuelle de la base de données, de façon à atterrir sur une base de données ou une taille de base de données cible à 3 ou 4 ans, qui nous donne la taille de l'appliance. Alors, qui peut être soit de 128, mais c'est plutôt rare, soit 256, soit 512, soit 1024 ou etc. Puisque à l'heure actuelle, on a des appliances qui font 4 Tera. Bon, toujours est-il qu'il y a un élément important aussi à retenir, hein, c'est que la plupart des constructeurs maintenant proposent des appliances qui sont extensibles. Alors dès le départ, c'est pas extensible à l'infini, hein, mais on peut tout à fait acquérir une appliance de 256 extensible à 512, ce qui donne une capacité, en tout cas une évolutivité sur beaucoup plus que 3 ou 4 ans. Donc c'est un petit peu le choix qu'on a fait chez Charles et Alice, puisque donc voilà cette planche qui schématise l'architecture, hein, dans laquelle on a fait l'acquisition de 2 appliances, une première de 256 et une deuxième de 256. Donc la première de 256 est évidemment consacrée au système de production. Et puis la deuxième reçoit le développement et la qualité, qui sont évidemment extensibles. Donc ces 2 appliances sont extensibles à 512 de façon à faire évoluer ce système et sa taille assez facilement. Alors je ne dis pas que ça se fait sans coût additionnel, mais l'appliance, donc le matériel, est prévu dès le départ pour être étendu à la capacité double. Voilà, ce qui donne quand même plusieurs années de potentiel d'évolution avec ces 2 appliances, qui restent quand même assez chers. Alors ensuite, on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc, une autre particularité d'une migration qui se fait sous HANA, c'est que intrinsèquement, on est obligé de doubler les paysages système. Le premier paysage système étant dev1, cal1, prod1 sur une base de données conventionnelle. On va être obligé, pour passer sur HANA, d'avoir un autre paysage système. Donc, vous verrez apparaître progressivement dans les planches suivantes un dev2, cal2, prod2, qui sont sous HANA. Et donc cette particularité nous permet aussi de plus facilement manipuler ces instances et ces environnements, et en particulier pour la première migration, d'en profiter pour rafraîchir le système de développement, ce qui va faciliter par la suite les tests. Les tests de non-régression. Hein, quand on le fait sur une copie récente de la production, c'est beaucoup plus facile pour les utilisateurs de faire ces tests et de détecter ce qui ne va pas, plutôt que de faire ces tests sur un système de développement vieux, qui a des données désuètes, qui évolue peu, sur lequel il va falloir reconstruire un tas de données pour pouvoir avoir une bonne vision de ce qui ne marche pas. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui était, je pense, un grand facilitateur pour la suite du projet, puisque la partie, le temps consacré au test par les utilisateurs a été assez réduit. On va en reparler tout à l'heure. Donc on a évidemment, alors évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça, mais les premières étapes de migration, ça a consisté à recopier la production sur une nouvelle instance qu'on a appelée Sandbox. Alors pourquoi? Parce que la dev2 ne peut être construite qu'à partir d'une base de données SAP qui est en version EHP7, à minima. Or, là, elle était en EHP 0. Donc, il fallait à tout prix opérer et réaliser une migration de EHP pour obtenir le prérequis minimum sur la base de données conventionnelle avant de faire un export-import de base vers la nouvelle instance dev2. Et donc, on a fait appel à une base temporaire. Cette base Sandbox a été une ressource temporaire sur toute la durée du projet et qu'on a éliminée une fois que le projet a été terminé. Hein. C'est juste une sorte de copie de prod.
qui techniquement nous a permis de faire toutes ces opérations sans dégrader les performances de la prod et surtout en étant très sécurisé sur toutes ces étapes BC. Ensuite, on a réalisé la même chose sur le système de qualité. Alors après avoir rafraîchi la machine de bac à sable. Et au passage, il y a juste une petite flèche qui est apparue, hein, c'est qu'on a commencé à alimenter le système de CAL 2, hein, comme vous le voyez sur cette planche, avec des OT en provenance du système de développement sous ANA, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait commencé à corriger des programmes et adapter ce système à l'EHP7 en version ANA. Alors, petite subtilité sur cette planche qui apparaît là, c'est que alors cette duplicité des deux paysages systèmes permet aussi plus facilement de maintenir un circuit de transport des OT pour la maintenance en parallèle du projet de migration. Et donc, c'est ce qu'on voulait autoriser et c'est ce qui a permis de continuer à faire des OT de maintenance sur l'ancien paysage jusqu'au test, à la dernière phase de test en fait du projet de migration qu'on a appelé la recette. Et donc, juste avant la recette, donc à savoir, c'était à peu près 3 semaines avant le go live final. Donc, on a récupéré les OT de maintenance qu'on a incorporés dans la dev, on a recréé des nouveaux OT et on a alimenté le nouveau système de qualité avec ces OT de façon à faire un test final qui intégrait à la fois les corrections liées au projet d'upgrade et à la fois toute l'évolution et les OT qui avaient vécu leur vie en fait pendant le projet d'upgrade et qui étaient des OT de maintenance. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec une période de gel des OT de maintenance qui n'a duré que 3 semaines. Je pense que ça, c'est pas exceptionnel, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Quand on fait des projets de migration, c'est quand même assez pratique de continuer sa maintenance et d'avoir un gel assez réduit. Et donc au final, la dernière opération a été, sans passer par le sandbox évidemment, hein, de réaliser les opérations de migration sur le système de production et de faire, comme sur les 3 étapes précédentes, une opération d'export-import de base. Hein. C'est l'opération d'export-import qui convertit la base de données de la base de données conventionnelle. Alors en l'occurrence, c'était une base DB2 dans le format ANA. Et donc cette opération-là, elle était quand même précédée, mais je ne l'ai pas fait apparaître ici, d'une opération de démarrage à blanc, hein, dry run, en parallèle qui nous a permis de tester surtout le temps de traitement, puisque les 2 autres migrations, donc dev et cal, avaient été faites en semaine, non contraintes par une notion de timing. Là, avec l'opération de migration de dry run, on a vraiment testé et chronométré chaque étape de la migration qui devait impérativement tenir sur un week-end, puisque Charlie Alice utilise son système de prod en 5.8. Donc, le week-end qui avait été choisi pour cette bascule était quasiment impératif et avait été prévu 2 mois à l'avance puisque c'était une date d'arrêt de l'usine. Et donc évidemment, en corollaire, on a un absolu devoir de respect du timing pour que le lundi matin à 5 heures, le système puisse redémarrer et qu'on n'ait pas d'aléas liés à cette migration. Donc voilà sur la méthodologie et les étapes de conversion des 3 environnements. Je vais parler un petit peu des tests maintenant. Donc la première vague de tests a été faite sur le système de développement, a été faite en temps limité.
Donc par chaque key user, on leur avait donné une journée pour tester tout leur processus. Alors évidemment, au préalable, on avait organisé, préparé le plan de test pour que tout ça soit très canalisé et très organisé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une journée de test de chacun des 10 key users, on avait, à la première période de test, détecté 80% des anomalies. Alors évidemment, tout ça a été complété par la suite, par des tests un peu plus poussés, un peu plus intégrés, notamment avec le DI. Et donc voilà, ce qui apparaît sur cette planche, eh bien, c'est le schéma type de l'organisation des tests sur les 2 semaines de. Donc il y a eu une semaine de tests d'intégration et une semaine de recettes. Et donc vous voyez que le temps consacré aux tests par chaque service a été relativement limité. Vous voyez dans le tableau qui apparaît en dessous, la logistique a passé 18 heures x 2, puisqu'il y a eu deux semaines de tests, à faire les tests et à détecter toutes les anomalies relatives à cette migration. Alors c'était d'autant plus facile qu'on était sur un système très proche du système de production, c'était une copie récente. On était sur une migration à ISO-fonctionnalité. Et puis, un autre facilitateur, c'est que pour finir, en termes de visuel, tant qu'on n'active pas les business functions et qu'on fait une migration ISO-fonctionnalité, une migration de HP0 vers HP7, même sous ANA, visuellement et dans le quotidien, ça ne change pas grand-chose pour les utilisateurs, à part les temps de réponse. Donc la petite durée de test et qui était pourtant efficace, parce qu'on n'avait aucune réelle anomalie par la suite, s'explique par tout ça. Étape et planche suivante, donc c'est juste pour faire un focus sur le week-end de bascule qui a démarré le vendredi soir à 17 h et qui s'est terminé assez facilement pour l'arrivée des opérateurs de production le lundi à 5 h. Globalement, il y a eu un downtime d'une trentaine d'heures, 38 exactement, qui ont permis, donc côté BC, de faire les opérations d'upgrade côté production. Alors, il y a juste une petite subtilité, c'est qu'il y a une opération de calcul de migration des programmes qui se fait à chaud, c'est-à-dire machine de production allumée, dans un environnement qui s'appelle le Shadow Instance, qui est une sorte d'environnement virtuel que le système de production génère lors de cette migration. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les calculs de conversion, de fusion de programmes s'est fait à chaud pendant la semaine, mais qu'il y a une opération finale qui consiste à remplacer les programmes qui se fait machine arrêtée, et donc c'est ce qu'on appelle le downtime. Donc dans le downtime, on fait cette opération finale de migration HP7, et puis évidemment l'export puis import de base de façon à la convertir sous ANA. Donc évidemment tout ça tenait assez facilement dans le week-end. Alors c'est sans compter sur un certain nombre d'opérations de contrôle et d'acceptance qui ont eu lieu le dimanche, mais sur une taille de base comme celle que j'ai citée tout à l'heure, ça passait sans trop de difficultés. Voilà, il me reste quelques minutes pour vous faire peut-être un bilan et lister peut-être quelques astuces ou quelques points importants à avoir en tête pour vos propres migrations. Donc juste en première plan, j'ai fait un inventaire de toutes les anomalies qu'on a rencontrées pendant ce projet et vous voyez que le nombre n'est pas non plus colossal. Alors ça tient à peu de choses, c'est que ce système, cette utilisation qu'on fait chez Alice, c'est certes sur un petit peu tous les modules, mais pour finir, il y a assez peu de programmes spécifiques. Et donc sur les 79 anomalies, on a rencontré un petit peu de tout, sauf, et là c'est l'argument en fait pour démystifier un petit peu cette histoire de migration ANA, et en particulier ANA,
et c'est qu'on n'a vraiment fait aucun lien entre toutes ces anomalies et la base de données ANA. Toutes les anomalies étaient des anomalies liées à l'EHP7 et aucune n'était liée à ANA. Et puis, autre élément important, c'est que Charlialis utilise donc cette version et cette solution migrée en ANA depuis juin 2015 et que plus d'un an après, là encore, aucune anomalie ni problème lié à ANA n'a été constaté. C'est complètement transparent et c'est stable et fiable. Il n'y a plus aucun problème. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu réellement, mais au jour d'aujourd'hui, les versions de SAP, et ECC et de ANA sont stables et ne méritent pas qu'il y ait d'inquiétude par rapport à cette stabilité. Voilà, et encore un ou deux slides. Donc un qui retrace quelques points importants pour réussir et peut-être anticiper certains problèmes que nous on a rencontrés et que vous pouvez grâce à ça peut-être ne pas rencontrer. C'est qu'on a eu un petit loupé en fait sur la matrice de compatibilité. On avait bien détecté au moment de passer en EHP7 sous ANA qu'il fallait migrer l'OS, la base de données, qu'il y avait une compatibilité importante aussi sur la version de BW. Mais il y avait deux points qui avaient été un petit peu oubliés, c'est la version du kernel et la version de certains programmes connexes comme le Start RFC. Alors le kernel, je ne vais pas m'apesantir dessus, sauf que pour changer le kernel sur le système de prod avant de migrer, ça nécessite évidemment un arrêt du système. Mais le Start RFC, en gros, c'est un petit programme que lance le DI pour pousser l'intégration des IDOC dans le système SAP. Et donc, alors là encore, c'est pas lié à ANA, hein, c'est lié à l'EHP7. Donc, la version de Start RFC de l'EHP7 est très différente de celle en EHP0. Et surtout, la syntaxe de petit programme qui lance Start RFC a changé. Et donc, ça nous a généré pas mal d'inquiétudes et il faut bien penser à ça. Donc, autre point important, c'est de bien réfléchir à ce gel des évolutions, parce que ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est qu'on avait réussi à donc fusionner les OT de maintenance avec nos OT de migration. Alors ça s'est pas fait sans mal quand même, hein, c'est très analytique, OT par OT, vérification des objets. Plus la période de gel est importante et plus on sécurise cette partie-là, qui dans certains contextes peut être quand même un risque. Donc 3 semaines de gel, c'est faible, c'était assez optimum, mais on a quand même passé pas mal de temps à faire cette réconciliation des OT. Alors, troisième point, donc dupliquer, paralléliser les paysages, c'est assez naturel quand on passe sous ANA. Ça l'est moins quand on fait une migration juste de HP. Hein. C'est un élément facilitateur qui élimine du risque et qui permet de répliquer, enfin de rafraîchir le système de production. Donc c'est important, en tout cas c'est facilitateur. Donc autre point, c'est que la migration vers ANA, c'est d'autant plus optimum quand on le couple à un upgrade de la solution. Alors ça, c'est aussi peut-être une évidence, mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà migré en EHP8, puisque c'est la dernière version, c'est pas forcément quelque chose qui a du sens là, parce que du coup, cette migration EHP est déjà faite. Mais en tout cas, pour tous ceux qui se posent la question d'une migration EHP, moi je recommande de passer directement sous ANA. On a besoin d'avoir des administrateurs BC confirmés. Alors pour autant, les administrateurs de l'hébergeur étaient certifiés, mais ils ont quand même eu quelques loupés, hein, notamment sur les tables en cluster. Il y a quelques paramètres de l'import de base qui font disparaître les tables en cluster. Donc petit exemple, BSEG, MSEG, elles étaient complètement vides dans les premières migrations qu'ils ont faites, tout simplement parce qu'il faut en avoir déjà fait.
Et c'est une petite astuce à connaître et que un administrateur BC qui a déjà fait des migrations ANA doit connaître. Là, on a eu un loupé qui n'a pas été critique pour le projet, mais c'était dommage. On a eu pas mal de problèmes liés à l'infrastructure, au domaine, aux sécurités, qui étaient là aussi liés à un changement complet. On changeait de domaine, on changeait d'adresse IP. Les routeurs avaient des noms d'adresses à rallonge, donc c'était quelque chose d'assez compliqué dans notre contexte. Donc c'est quelque chose à bien penser pour pas perdre de temps surtout. C'est pas quelque chose dont on va avoir forcément une catastrophe, mais c'est dommage de ne pas avoir un administrateur réseau pour penser ça à l'avance et puis surtout d'être dans la réaction au lieu d'être dans la prévention. Donc toujours un peu lié à ça, les plus grosses anomalies ont été autour de l'EDI, des fameuses problématiques autour de l'infrastructure, des réseaux, des domaines, et du fameux Starter FC que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc on a aussi, un des problèmes de ralentissement en fait, qui nous ont fait avoir peur dans le dernier week-end de bascule, c'est qu'il y avait encore des problèmes EDI liés à tout ça. Et qu'on a passé notre dimanche après-midi à corriger des problèmes de syntaxe du fichier BAT qui lançait le Starter FC et qui ne permettait pas d'intégrer tous les EDI. Donc c'est très spécifique et malheureusement la connaissance profonde de la syntaxe de tous ces petits programmes est très pointue. Voilà. Puis le dernier point sur l'anticipation des downtime, est juste lié à la configuration. Hein. Si on a évidemment le kernel, la base de données, les OS à changer, tout ça, ça doit être bien pensé de façon à faire le moins de downtime possible si vos machines sont utilisées 5 jours sur 7 H24. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est moins critique. Voilà, donc au lendemain ou au surlendemain du démarrage, on a fait une petite étude. Ce qui apparaissait réellement comme point positif, c'était la performance, hein, puisque à titre, encore une fois, d'exemple, sur la radiofréquence du flashage des palettes, avant la migration, c'était plusieurs dizaines de secondes hein, pour avoir le retour du système. Et plusieurs opérateurs ne pouvaient pas flasher des palettes en même temps. Dès le lendemain du démarrage, c'était l'euphorie puisqu'ils pouvaient tous flasher les palettes en même temps, ça marchait et c'était instantané. Donc le vrai gain instantané de la base ANA, il est autour de la performance et il est aussi, et c'est la dernière planche, hein, lié aux nouvelles fonctionnalités, à l'évolutivité et puis à ce qu'on veut faire de son système d'info dans les 10 prochaines années, puisque vous n'êtes sans doute pas sans savoir que il y a S4 qui arrive, S4 repose sur une base ANA, que Fiori repose aussi sur maintenant la plupart des briques et des nouvelles tuiles qui apparaissent sur une configuration HP7 ANA, que il y a tout l'aspect reporting aussi qui est facilité avec cette base de données, et que grosso modo, je pense qu'à un horizon de 10 ans, il n'y aura plus grand chose qui sera sur, en tout cas dans l'univers SAP, hein, qui sera sur des bases non conventionnelles ou conventionnelles, pardon. Donc voilà en tout cas pour les enjeux, performance, productivité, nouvelles fonctionnalités et évolution du système d'info dans les prochaines années et surtout bénéficier des nouveaux développements, des nouvelles fonctionnalités apportées par l'éditeur et qui sont maintenant quasiment exclusivement sur cette base de données.